Le livre Travailler aujourd'hui, ce que révèle la parole des salariés, le point de départ, c'est de se dire qui parle du travail, se poser la question qui parle du travail. Et se dire que dans le champ médiatique, dans le champ politique, généralement, ce ne sont pas les salariés qui parlent du travail. Alors, c'est pas que eux seuls seraient habilités à en parler, mais c'est que ce silence, cette absence des salariés pour parler du travail est lourd de sens. C'est-à-dire que généralement, ceux qui parlent du travail, c'est plutôt ceux qui le régentent, ou ceux qui entendent le régenter. C'est-à-dire que c'est directement lié à un projet d'organisation, un projet de domination. Et donc c'est fort de ce constat, de voir que le travail, dans le discours de ceux qui entendent le régenter, c'est soit un coût dans le domaine économique, soit un impératif moral auquel tout le monde devrait se soustraire, sans interroger l'utilité du travail. Donc c'est fort de ce constat qu'on s'est dit que ce qui serait intéressant, c'est justement d'essayer d'aller derrière ce discours qu'on porte sur le travail et d'interroger le travail à partir de la parole des salariés. C'est-à-dire comment est-ce que les salariés aujourd'hui définissent leur travail. Parce qu'il y a ce discours autour du coût du travail, autour de il faut aller travailler, il faut se présenter sur le marché du travail, il faut acquérir des compétences, qui fait du travail une question de responsabilité individuelle, une question d'adaptation personnelle. Et du coup, la question de qu'est-ce que les gens rencontrent au travail, de comment est-ce qu'ils analysent leur travail, et du coup aussi de qu'est-ce qu'on peut mobiliser, nous, comme démarche pour analyser le travail et tous les rapports sociaux qu'ils définissent, passe à l'arrière-plan. Et donc, le projet du livre Travailler aujourd'hui, c'est de remettre à l'avant-plan la parole des salariés. Donc, il y a 44 témoignages qui sont repris de salariés et de salariés, de différents secteurs d'activité, ouvriers, employés, fonctionnaires, salariés d'institutions capitalistes, salariés d'institutions dites non marchandes, et donc qui amènent un regard sur le travail et qui essaye de rendre visible justement le travail tel qu'il s'effectue aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles il s'effectue. Ça, c'est le projet de départ du livre. Ce qui ressort très très fortement, c'est à mon avis trois choses. La première qui ressort de manière très très générale, c'est à quel point le travail est central. Le travail est central et est source d'identité chez les individus. Même quand le travail est pénible, il est source d'un sentiment d'utilité sociale, il est source d'intégration sociale, même si par ailleurs des gens décrivent à quel point le travail peut être aussi source de destruction personnelle et source d'humiliation dans des conditions très très pénibles de travail. Donc la première chose, c'est vraiment ce travail qui est source d'identité et ce travail qui est source aussi d'ingéniosité. C'est-à-dire que les gens décrivent à quel point ils recomposent, ils redéfinissent leur activité de travail. C'est par exemple un ouvrier communal qui va chercher des outils, qui va acheter des outils avec son salaire pour entretenir l'installation électrique dans les logements sociaux parce qu'il ne supporte pas que son travail soit mal fait et qu'il estime devoir avoir le bon matériel pour l'effectuer et que ce n'est pas son employeur qui va le lui fournir. Ce sont des ouvriers en titre-service qui vont dire qu'elles sont là pour nettoyer chez les gens, oui, mais aussi pour écouter des gens dans leur solitude, dans leurs difficultés, et qu'en même temps, elles sont en même temps dans l'aide et dans l'accompagnement de personnes, en plus d'être dans l'entretien, dans le nettoyage, dans l'entretien du ménage, etc., au domicile de personnes. Donc le travail, c'est tout ça. C'est aussi un engagement éthique chez certaines personnes. C'est comment on va traiter des déchets, quand on nous demande de faire des recherches sur certaines choses, on ne veut pas gruger le consommateur, mais on veut au contraire se questionner sur ce qu'on nous demande de faire. Donc le travail, c'est énormément d'interrogations politiques en fait, chez les salariés. Le travail est très politisé. C'est qu'est-ce que je fais, dans quelles conditions, est-ce que c'est bien ça que je veux faire, comment est-ce que je vais pouvoir redéfinir pour que le travail corresponde plus à ce que je souhaiterais faire. Deuxième chose qui ressort très très fort, c'est que justement, cette créativité, cette ingéniosité des salariés, elle est mise à mal par les formes d'organisation du travail qui provoquent vraiment une véritable bureaucratisation des relations de travail. C'est-à-dire que le travail, dans énormément de secteurs, est défini par des procédures. Et ces procédures, dans beaucoup d'activités, dans beaucoup d'emplois, finalement, elles éloignent les travailleurs de
de leur représentation de ce que c'est un travail bien fait. C'est par exemple une infirmière qui dit pour moi, distribuer des médicaments, c'est pas uniquement un acte technique, c'est un acte dans lequel, qui est inséré dans un processus où j'accompagne un patient. J'accompagne un patient dans ses soins, dans ses questions aussi sur sa maladie ou sur son opération, sur ce qui lui arrive au niveau de sa santé. Et la distribution du médicament, c'est un moment propice à la rencontre et à l'échange, et à l'aide, donc, et à l'accompagnement. Et aujourd'hui, le management, avec les procédés tels que le lean management, il réduit justement, par exemple, la distribution de médicaments à un simple acte technique sur lequel le personnel va être chronométré. Ce qui va entraîner une perte d'efficacité, une perte de sens du travail, mais aussi une diminution, une dégradation de la qualité du travail, puisque les gens ne vont plus être assez nombreux pour faire le travail, qui vont surtout devoir rendre compte que le médicament a bien été distribué, mais qu'à la limite, il a été distribué tellement vite qu'on n'est pas sûr que la personne l'ait pris, ou comment dire, qu'il a été distribué de manière presque maltraitante, en disant « tu prends ça, t'avales, et moi je dois partir de toute façon parce que je suis déjà en retard de quelques patients ». Donc on est vraiment dans ce schéma où l'organisation du travail, les formes d'organisation du travail produisent des formes de bureaucratisation qui éloignent les salariés de, je dirais, finalement de leur représentation du travail bien fait, et quelque part de leur professionnalisme en quelque sorte. C'est aussi en troisième lieu la répression dont les salariés sont l'objet sur les lieux de travail. La répression, mais aussi les formes de résistance que les salariés sont en capacité de construire. Alors la répression, elle va se vivre de différentes manières. C'est d'une part difficile de rencontrer des gens qui vont témoigner, parce qu'ils craignent pour leur emploi, soit leur emploi en tant que tel, soit les conditions de travail qui risqueraient de se dégrader si jamais on identifierait qu'ils ont témoigné. Mais c'est aussi des personnes, des intérimaires qui disent « tiens, est-ce que je peux être payé de la même manière que les collègues qui font le même travail que moi et qui ne sont pas intérimaires ?» et qui, du jour au lendemain, se retrouvent blacklistés de l'agence d'intérim, ou c'est cette déléguée syndicale qui a mené un combat très très dur, qui, suite à la fermeture de son entreprise, cherche du boulot, et qui s'est fait, elle aussi, blacklister parce que des directeurs de ressources humaines ont contacté d'autres boîtes dans le même secteur pour dire « attention, ces personnes-là, il ne faut pas les engager ». Mais parallèlement à ces répressions, il y a aussi des formes de résistance très très vivantes qui se passent dans les structures syndicales, mais aussi en dehors. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui, de manière autonome, créent des structures collectives parce qu'ils n'en trouvent pas autour d'eux, et que d'autre part, il y a aussi des personnes qui s'investissent dans des délégations syndicales et qui répondent aussi de manière parfois très directe dans leur comportement, immédiatement, au phénomène de violence ou au phénomène de harcèlement dont eux et leurs collègues sont l'objet. Alors ça prend quelle forme? Ça prend le fait qu'à un moment donné, il y a des délégués qui interrompent le travail pour dire le harcèlement dont j'ai été victime, moi je ne tolérerai plus que certaines personnes en fassent l'objet, donc j'arrête le travail, je vais trouver les responsables, je leur dis tant que vous faites ça sur des gens, moi j'arrête le travail, je serai là pour les soutenir, pour les accompagner, pour les aider, et surtout pas qu'ils se retrouvent tout seuls comme moi je me suis retrouvé tout seul. Et je pense que c'est un enseignement aussi pour les pratiques syndicales. Le travail, l'organisation du travail, c'est une chaîne de production, avec énormément de commanditaires, de donneurs d'ordre, mais aussi de prestataires. Et donc, reconstituer tous les maillons de la chaîne de cette production et les reconstituer syndicalement, c'est-à-dire pour organiser une défense collective de l'ensemble des salariés, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait déterminant. Au-delà des différences de profession, au-delà des différences de secteur, c'est un élément tout à fait déterminant, mais il y a des pratiques, il y a des expérimentations syndicales, il y a des pratiques syndicales qui vont dans ce sens, justement, de souligner l'importance de recomposer syndicalement les différents maillons de la chaîne productive. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième, c'est de souligner que c'est évidemment déterminant de poursuivre ce travail de négociation collective, des conditions de travail, d'affirmer la légitimité des organisations syndicales à l'heure où elles sont particulièrement discréditées et disqualifiées. Mais je pense que c'est aussi très très important de se pencher, de se tourner sur le fait que le travail syndical, c'est aussi, et peut-être avant tout, donc constituer un rapport de force en recueillant, notamment, pas uniquement, mais notamment en recueillant la parole des salariés. Et la parole des salariés sur leurs conditions de travail. Et la légitimité que les salariés interviennent sur leurs conditions de travail, mais aussi sur les finalités même de leur travail. Qu'est-ce qu'ils font? Et une question tout à fait centrale, c'est celle de l'utilité du travail, qui est déjà engagé par un certain nombre de salariés, ce qu'on peut déjà lire vraiment dans un certain nombre de témoignages. Donc c'est tout à fait central aussi qu'on puisse constituer du collectif
à travers ce travail de recueil de la parole des salariés sur leur travail, leurs conditions de travail et leur forme d'organisation du travail. Et ça, je pense que c'est aussi une piste de travail intéressante, mais je pense aussi qu'il y a des délégations et des pratiques syndicales qui vont dans ce sens. Il y a un travail de recomposition permanente pour recréer du collectif, je dirais, sur les lieux de travail, mais aussi au sein des organisations syndicales. Donc je crois que c'est un travail permanent. Et il y a aussi un travail permanent pour réaffirmer, je dirais, des alternatives sociales et politiques, et donc ne pas se laisser contaminer par une pensée unique qui proposerait en quelque sorte comme aboutissement pour les individus la précarité. Parce qu'aujourd'hui on est avec une idéologie qui encense, qui glorifie, qui idéalise la précarité, qui propose aux individus de devenir entrepreneurs d'eux-mêmes, de mobiliser des compétences, de se vendre et de devenir prestataires d'activité. Et le modèle, évidemment, l'idéal type de cette vision du travail, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire des prestataires de services qui sont finalement responsables du nombre de prestations qu'ils ont, puisque c'est sur base d'évaluation des clients qu'ils se feront bien voir ou pas, comment dire, dans leurs prestations de services. Et donc tout ceci souligne justement la nécessité de repenser le fait que l'émancipation, elle se construit en améliorant les conditions de travail, mais aussi en augmentant le temps libre, c'est-à-dire en augmentant le temps durant lequel on n'est pas subordonné à un employeur et à une activité de travail. Et c'est en reconquérant du temps libre, à mon sens, d'une part qu'on créera de l'emploi, et d'autre part qu'on créera d'autres rapports de force où les salariés ne seront plus, je dirais, dans cette compétition morbide dans laquelle ils sont aujourd'hui, et cette compétition qui permet justement aux employeurs de faire un petit peu leur marché en disant ben voilà, si tu n'es pas content avec ces conditions de travail-là, tu peux de toute façon aller voir ailleurs parce que moi j'ai 60, 70 candidats qui attendent la place. Et donc c'est par l'avènement justement de la réduction collective du temps de travail avec sans perte de salaire avec embauche compensatoire qu'on pourra justement recréer aussi un rapport de force beaucoup plus favorable aux salariés pour qu'ils, non seulement pour qu'ils négocient, mais pour qu'aussi ils déterminent, qu'ils définissent eux-mêmes leurs conditions de travail.